Mon mari m'a quitté parce que je n'étais plus assez jeune, m'échangeant contre un modèle plus récent à la veille de mon anniversaire. Aujourd'hui, j'ai eu 69 ans. Et au lieu de me réveiller avec des fleurs et des baisers, je me suis réveillé au son de valises traînées dans le couloir. Richard faisait ses bagages à la hâte, avec urgence, comme s'il ne pouvait pas attendre une seconde de plus pour sortir de cette maison, pour sortir de ma vie. Je me suis levé du lit, le cœur brisé. Mes jambes tremblaient alors que je marchais vers le salon. Et il était là, mon mari depuis 42 ans, scotchant des cartons, emballant ses affaires comme si je n'étais qu'un chapitre terminé de sa vie. « Qu'est-ce que tu fais, Richard ?» ai-je demandé, la voix fêlée. Il ne m'a même pas regardé. Il a continué à déplacer des papiers, à fermer des valises, à organiser sa fuite. « Je m'en vais, Eleanor. Je ne peux plus faire ça. » Ces mots m'ont transpercé comme des couteaux invisibles. « Qu'est-ce que tu veux dire par tu t'en vas ? Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Aujourd'hui, nous sommes censés. » Il m'a interrompu avec une froideur que je ne lui avais jamais connue. « Tu as 69 ans, Eleanor. Tu n'es plus la femme que j'ai rencontrée. Tu n'es plus assez jeune pour moi. » J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Ma bouche s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. Juste un gémissement étouffé, brisé, plein de douleur. « J'ai rencontré quelqu'un », a-t-il continué sans pitié. « Quelqu'un qui me fait me sentir vivant. Quelqu'un qui ne me rappelle pas constamment que je vieillis. » Les larmes ont commencé à couler sur mes joues de manière incontrôlable. « Qui est-ce ? » Elle s'appelle Jessica. Elle a 47 ans. Je l'ai rencontrée à la salle de sport il y a 6 mois. 6 mois. Pendant 6 mois, alors que je lui préparais son rôti de bœuf préféré, faisais sa lessive et me souciais du moindre détail de sa vie, il construisait un avenir sans moi, planifiant sa fuite, choisissant une autre femme. « Tu ne peux pas me faire ça », ai-je chuchoté. « Pas aujourd'hui. Pas comme ça. » Richard a pris la plus grande valise et l'a traînée vers la porte. « C'est fait, Eleanor. J'ai signé les papiers de séparation la semaine dernière. L'avocat te les enverra dans quelques jours. La maison reste à ton nom, mais j'ai divisé les comptes bancaires. J'ai déjà transféré ma part, 80 000 $ pour chacun de nous. Tu as partagé notre argent sans rien me dire ? » Ma voix est montée dans les aigus. « Sans même me consulter ? » Il n'y avait rien à consulter. C'est équitable. Tu gardes la maison. Je garde ma vie. Équitable. Ce mot m'a brûlé plus que n'importe quelle insulte. Je t'ai tout donné, Richard, ai-je dit entre deux sanglots. Je t'ai soutenu quand tu as perdu ton travail il y a 10 ans. Je me suis occupé de toi quand tu as eu une pneumonie et que tu as failli mourir. J'ai renoncé à mes rêves pour que tu puisses réaliser les tiens. Et c'est ainsi que tu me remercies ? Il a ouvert la porte. L'air froid de décembre s'est engouffré comme un avertissement de ce qui allait suivre. Les gens changent, Eleanor. J'ai changé. Et toi ? Tu es toujours la même personne qu'il y a 20 ans. J'ai besoin de quelque chose de différent, de nouveau, de quelqu'un qui ne me donne pas l'impression d'être vieux à chaque fois que je la regarde. Ces mots ont été le coup de grâce. Jessica me donne l'impression d'avoir à nouveau 30 ans. Avec toi, je me sens juste comme ce que je suis, un homme de 71 ans piégé dans une vie ennuyeuse. Et il est parti comme ça. Si simple, si cruel. Il a refermé la porte derrière lui et m'a laissé là, debout au milieu du salon, tremblante, en pleurs, me demandant comment 42 ans de mariage pouvaient se terminer en moins de 5 minutes. Je me suis laissé tomber sur le canapé. Mes mains ont couvert mon visage, et j'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré auparavant. J'ai pleuré pour les années perdues, pour les promesses brisées, pour la femme que j'étais et qui, apparemment, ne valait plus rien. J'ai pleuré jusqu'à ce que ma gorge me fasse mal, jusqu'à ce que mes yeux ne puissent plus produire de larmes. La maison était silencieuse, d'un silence épais et lourd qui me rappelait que j'étais désormais complètement seul. Personne n'a appelé pour me souhaiter un bon anniversaire. Personne n'a frappé à la porte avec un gâteau. C'était mon anniversaire, et j'étais devenu invisible. Les heures passaient lentement. J'ai regardé la lumière du jour changer, les ombres s'allonger sur les murs, l'après-midi se transformer en nuit, et j'étais toujours là, immobile, brisé de l'intérieur. Quand j'ai enfin réussi à me lever, je me suis dirigé vers le miroir du couloir.
La femme qui me regardait avait les yeux rouges et gonflés, des rides profondes autour de la bouche, des cheveux gris en désordre, une peau pâle et fatiguée. J'avais l'air vieille, finie, jetée. Tu n'es plus assez jeune. Ces mots résonnaient dans ma tête comme un écho sans fin. J'ai attrapé mon manteau sur le porte-manteau. C'était un manteau en laine marron épais, le seul qui me protégeait vraiment du froid intense de décembre. Je l'ai enfilé et j'ai quitté la maison. Je ne savais pas où j'allais. Je savais seulement que je ne pouvais pas rester là. Entouré des souvenirs d'une vie qui venait de s'effondrer, j'ai marché dans les rues sans but. Le froid me coupait le visage, mais je m'en fichais. Peut-être voulais-je ressentir autre chose que la douleur qui me déchirait la poitrine. Des gens passaient à côté de moi, riant, parlant, vivant leur vie normale, et je n'étais qu'une ombre parmi eux, invisible, sans valeur. J'ai atteint une place près du centre-ville. Il y avait des bancs de pierre autour d'une fontaine qui ne fonctionnait plus depuis des années. L'endroit était presque vide, avec seulement quelques arbres dénudés et des lampadaires vacillant à la lumière faible. Je me suis assise sur l'un des bancs. La pierre était glaciale. Le froid a traversé mon manteau, mais je n'ai pas bougé. Je suis resté là à regarder le ciel sombre, me demandant comment j'en étais arrivé là, me demandant si Richard avait raison, si je ne valais vraiment plus rien. Le vent soufflait fort. Mes mains tremblaient. Tout mon corps tremblait. Mais ce n'était pas seulement à cause du froid. C'était à cause de tout. De la solitude, de l'abandon, de ce sentiment d'être complètement invisible dans le monde. Et puis, je l'ai vu de l'autre côté de la place, près d'un arbre. Il y avait un homme assis par terre. Il était recroquevillé sur lui-même, tremblant violemment. Il n'avait pas de manteau. Il n'avait pas de couverture, juste une fine chemise et un pantalon déchiré. Sa peau était violette à cause du froid. Littéralement violette. Je me suis levé sans réfléchir. Mes pieds m'ont porté vers lui avant que mon esprit ne puisse analyser ce que je faisais. « Monsieur » ai-je dit en m'approchant de lui. « Est-ce que ça va ?» Il a levé les yeux. Ses lèvres étaient bleues. Ses yeux étaient larmoyants. Il tremblait tellement qu'il pouvait à peine parler. « Si froid » a-t-il réussi à dire. « Si froid ». J'ai vu son corps tressaillir. J'ai vu ses mains essayer de se frotter l'une contre l'autre pour générer de la chaleur, mais elles n'avaient plus aucune force. Il était au bord de l'hypothermie. Peut-être pire. Je n'ai pas réfléchi à deux fois. J'ai enlevé mon manteau, le seul manteau chaud que j'avais, et je le lui ai posé sur les épaules. « Tenez » ai-je dit en le lui ajustant. « Cela va vous aider. » Il m'a regardé avec des yeux ronds, comme s'il ne pouvait pas croire ce qui se passait. « Mais vous avez froid aussi. »« J'irai bien » ai-je menti. « Vous en avez plus besoin que moi. » L'homme a commencé à pleurer. De vraies larmes coulant sur son visage sale et ridé. Personne ne m'a traité ainsi depuis des mois. Ces larmes m'ont brisé le cœur. J'étais là, détruite à l'intérieur, me sentant comme la personne la plus insignifiante du monde. Et cet homme me regardait comme si j'étais un ange tombé du ciel. Comme si ce simple geste de lui donner mon manteau était la chose la plus extraordinaire que quiconque ait jamais faite pour lui. « Depuis combien de temps êtes-vous ici » ai-je demandé, m'agenouillant devant lui. « 3 mois, a-t-il dit d'une voix tremblante. 3 mois à dormir dans la rue. 3 mois à être invisible pour tout le monde. Invisible ? Ce mot m'a frappé de plein fouet. Je me sentais invisible, moi aussi. Jeté. Sans valeur. Avez-vous de la famille ? ai-je demandé. Il a baissé les yeux. J'en avais. Mais quand j'ai perdu mon travail et ma maison, tout le monde a disparu. Mon fils m'a dit que j'étais un fardeau. Qu'il était trop vieux pour me soutenir, que je devais me débrouiller seul. J'ai ressenti un pincement au cœur. Comment les gens pouvaient-ils être si cruels ? Comment la vie pouvait-elle être si cruelle ? Je suis tellement désolé, ai-je dit sincèrement. Il a regardé directement dans mes yeux. Il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose de profond, comme s'il pouvait voir au-delà de mon visage, au-delà de mes mots, comme s'il pouvait voir ma douleur, lui aussi. « Vous souffrez, vous aussi » a-t-il dit doucement. « Je peux le voir dans vos yeux. » Je suis resté sans voix. Comment pouvait-il savoir ? Comment pouvait-il voir ce que j'essayais de cacher ?
Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, ai-je confessé sans savoir pourquoi je le lui disais. Et mon mari m'a quitté ce matin après 42 ans de vie commune. Il m'a dit que je n'étais plus assez jeune pour lui. L'homme a secoué la tête lentement. Les imbéciles abandonnent des trésors sans savoir ce qu'ils perdent, a-t-il dit sagement. Et puis ils passent le reste de leur vie à chercher ce qu'ils ont laissé partir. Ces mots m'ont ému. Cet homme qui n'avait rien, qui était dans la rue à trembler de froid, me donnait plus de réconfort que quiconque de toute la journée. Merci, ai-je chuchoté. Il a fouillé dans la poche de son pantalon déchiré et en a sorti quelque chose. C'était une petite broche en argent, ancienne, avec un motif de fleurs gravées. Malgré le ternissement, elle était magnifique. Tenez, a-t-il dit en me la tendant. Elle appartenait à ma mère. C'est la seule chose de valeur qu'il me reste. Je veux que vous l'ayez. Je ne peux pas l'accepter, ai-je dit immédiatement. Elle est à vous. C'est un souvenir de votre mère. C'est précisément pour cela que je veux que vous l'ayez, a-t-il insisté, plaçant la broche dans ma main. Ma mère disait toujours que la vraie richesse n'est pas dans ce que l'on a, mais dans ce que l'on donne. Vous m'avez donné de la chaleur quand je mourais de froid. Vous m'avez donné de la dignité quand tout le monde me piétinait. Vous m'avez donné de l'espoir quand il ne m'en restait plus. Cette broche est ma façon de vous remercier, de vous rappeler que votre gentillesse vaut plus que tout l'or du monde. Des larmes ont commencé à couler sur mes joues. J'ai refermé mes doigts sur la broche et les serré contre ma poitrine. J'en prendrai soin, ai-je promis. J'en prendrai soin comme si c'était l'objet le plus précieux que je possède. Il a souri. Un sourire sincère qui a illuminé son visage fatigué. Vous avez un cœur noble, madame. Ne laissez personne vous faire croire le contraire. Ne laissez personne vous dire que vous ne valez rien, car vous valez plus que vous ne l'imaginez. Je suis resté là encore quelques minutes, m'assurant que le manteau le couvrait bien, qu'il s'arrêtait de trembler. Quand je me suis enfin levé pour partir, il m'a arrêté. Quel est votre nom, a-t-il demandé. Eleanor. Eleanor Davis. Eleanor, a-t-il répété comme s'il gravait mon nom dans sa mémoire. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi ce soir. Jamais. J'ai hoché la tête et j'ai commencé à rebrousser chemin. Le froid me frappait désormais sans pitié. Sans mon manteau, le vent traversait mes vêtements comme des couteaux de glace. Mes dents ont commencé à claquer. Mes mains sont devenues rouges et engourdies. Mais je ne le regrettais pas. Pas une seconde. Cet homme avait plus besoin de ce manteau que moi. Il était au bord de la mort par hypothermie. J'étais juste au bord de la mort émotionnelle. Et d'une certaine manière étrange, l'aider m'avait accordé un petit répit face à la douleur que je portais en moi. Cela m'avait fait me sentir utile, précieuse, humaine. J'ai marché vers la maison, grelottant violemment. Chaque pas était plus difficile que le précédent. Le froid m'a trempé jusqu'aux os. Mes jambes répondaient à peine, mais j'ai continué à avancer, serrant la broche en argent dans ma main comme si c'était une ancre, me gardant connecté à quelque chose de réel. Quand j'ai enfin atteint ma maison, il était presque 22 heures. Je suis entré et j'ai refermé la porte derrière moi. La maison restait tout aussi vide, tout aussi silencieuse. Les cartons de Richard étaient partis. Seuls restaient les espaces vides là où se trouvaient ses affaires. Des trous sur les étagères. Des cintres vides dans le placard. L'absence partout. Je me suis traîné jusqu'au canapé et je me suis enveloppé dans une vieille couverture que j'ai trouvée sur le dossier. Mes doigts serraient toujours la broche. Je l'ai observée sous la faible lumière de la lampe. Les fleurs gravées dans l'argent étaient délicates, magnifiques. Quelqu'un l'avait fabriquée avec amour, avec dévouement. Et cet homme me l'avait donnée, à moi une inconnue, parce que j'avais été gentil avec lui. La vraie richesse n'est pas dans ce que l'on a, mais dans ce que l'on donne. Ces mots ont résonné dans mon esprit et, pour la première fois de la journée, j'ai ressenti autre chose que de la douleur. J'ai ressenti une petite étincelle de quelque chose qui pouvait s'appeler de l'espoir ou peut-être de la dignité. Je n'en étais pas sûr, mais c'était là. Je me suis endormi sur le canapé en serrant la couverture et la broche. J'ai rêvé de choses étranges. De Richard revenant et demandant pardon. De cet homme de la place se transformant en quelqu'un de d'autre. De voix me disant que tout irait bien. Des rêves confus, fragmentés, pleins d'émotions mitigées.
Je me suis réveillé au son de moteurs dehors. Beaucoup de moteurs. C'était étrange. Notre rue était toujours calme. Il n'y avait jamais autant de bruit de voitures. Je me suis levé du canapé, le corps endolori. Chaque muscle me faisait mal à cause du froid de la veille. J'ai marché jusqu'à la fenêtre et j'ai légèrement écarté le rideau pour regarder dehors. Ce que j'ai vu m'a laissé paralysé. Il y avait des voitures noires devant chez moi. Pas une, ni deux, mais 15 voitures noires garées en parfaite formation. C'étaient des voitures élégantes, chères, le genre qu'on ne voit que dans les films ou lorsqu'un homme politique important visite la ville. Les vitres étaient teintées, les moteurs tournaient toujours. Mon cœur a commencé à battre rapidement. Que se passait-il? Pourquoi y avait-il tant de voitures devant chez moi? Soudain, les portières se sont ouvertes toutes en même temps. Des hommes en costume noir impeccable sont sortis de chaque véhicule. Il y avait au moins 30 personnes. Ils se sont organisés en 2 lignes parfaites, comme des soldats attendant des ordres. Tous portaient des oreillettes. Tous avaient la même posture rigide et professionnelle. Cela ne pouvait pas être réel. Je devais encore rêver. Mais alors, la portière de la voiture centrale s'est ouverte et il est sorti. L'homme de la place, mais ce n'était pas le même homme que j'avais vu hier soir. Cet homme portait un costume gris parfaitement ajusté, ses cheveux étaient coiffés en arrière avec du gel, ses chaussures brillantes reflétaient la lumière du soleil. Il marchait avec une autorité que je n'avais pas vue la veille, avec une présence qui remplissait tout l'espace autour de lui. Mes jambes ont commencé à trembler. Mon esprit ne pouvait pas traiter ce que je voyais. Il a marché droit vers ma porte. Les hommes en costume l'ont suivi, gardant une distance respectueuse. Et j'étais toujours là, paralysé derrière le rideau, ne sachant que faire. Il a frappé à la porte. 3 coups fermes et polis. Je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas bouger. Il a frappé à nouveau. Madame Eleanor Davis, a dit sa voix de l'autre côté, une voix claire, forte, complètement différente des chuchotements tremblants d'hier soir. Je suis Arthur, l'homme que vous avez aidé hier soir sur la place. S'il vous plaît, ouvrez la porte. J'ai besoin de vous parler. Mes mains tremblaient alors que je me dirigeais vers la porte. Chaque pas semblait irréel, comme si je me déplaçais à l'intérieur d'un rêve dont je ne pouvais pas me réveiller. Comment était-il possible que l'homme qui mourait de froid hier soir se tienne maintenant devant ma maison avec 15 voitures noires et 30 hommes en costume? J'ai ouvert la porte lentement, et il était là, Arthur. Mais le voir de près était encore plus choquant que depuis la fenêtre. Son visage était propre, parfaitement rasé. Ses yeux, qui hier soir étaient larmoyants et désespérés, brillaient maintenant d'une clarté pénétrante. Et ce costume coûtait probablement plus cher que toute ma garde-robe réunie. « Bonjour, Madame Davis », a-t-il dit avec un sourire sincère. Je m'excuse de me présenter ainsi, sans prévenir, mais j'avais besoin de vous voir le plus tôt possible. Je n'ai pas pu répondre. Ma bouche était sèche. Mon cerveau cherchait des mots mais n'en trouvait aucun. « Puis-je entrer » a-t-il demandé gentiment. J'ai beaucoup de choses à vous expliquer. J'ai acquiescé mécaniquement et me suis écarté. Arthur est entré dans ma maison, suivi de 2 des hommes en costume, qui se sont tenus près de la porte comme des statues. Les autres sont restés dehors, à monter la garde. Arthur a regardé autour du salon. Ses yeux se sont arrêtés sur les espaces vides où se trouvaient les affaires de Richard, sur les cartons que je n'avais pas encore eu la force de jeter, sur la couverture froissée sur le canapé où j'avais dormi. « Asseyez-vous, s'il vous plaît », a-t-il dit en désignant le canapé. « Ce que j'ai à vous dire va prendre un peu de temps. » Je m'ai assise. Il a pris place sur la chaise en face de moi. Les 2 gardes sont restés immobiles près de la porte. « Tout d'abord, » a commencé Arthur, « je veux que vous sachiez que tout ce que vous avez vu hier soir était réel. J'étais vraiment dans la rue. J'étais vraiment en train de mourir de froid. Et vous m'avez vraiment sauvé la vie. Je ne comprends pas, ai-je enfin réussi à dire. Qui êtes-vous? Il a pris une profonde inspiration. Mon nom complet est Arthur Sterling. Je possède Sterling Industries, une corporation qui gère des investissements immobiliers, du développement urbain et des projets sociaux dans 18 pays. Ma fortune personnelle est estimée à environ 900 millions de dollars. Ces mots sont tombés sur moi comme des bombes. 900 millions de dollars.
Cet homme était milliardaire, et je lui avais donné mon vieux manteau de laine. Il y a 6 mois, a-t-il poursuivi d'une voix plus douce, j'ai perdu ma femme, Margaret. Nous étions mariés depuis 45 ans. Elle est morte d'un cancer. Et quand elle est partie, quelque chose en moi s'est brisé. Ce n'était pas l'argent. Ce n'était pas le pouvoir. C'était réaliser que j'avais passé tellement de temps à bâtir un empire que j'avais oublié de construire de véritables relations humaines. Ses yeux sont devenus légèrement humides. Après ses funérailles, j'ai commencé à tout remettre en question. Combien de personnes m'aimaient vraiment pour ce que j'étais? Combien n'étaient là que pour mon argent? Alors, j'ai décidé de faire quelque chose de radical. J'ai décidé de disparaître pendant un temps, de m'habiller comme un sans-abri, de vivre dans la rue et de voir comment les gens me traitaient quand je n'avais rien. Je me suis figé en l'écoutant. Pendant 3 mois, j'ai arpenté différentes places et parcs de cette ville. J'ai demandé de l'aide à des centaines de personnes. Savez-vous combien m'ont sincèrement aidé? J'ai secoué la tête. Aucune. Absolument aucune. Certains me jetaient des pièces sans me regarder. D'autres m'insultaient. Ils me crachaient dessus. Ils me disaient de trouver un travail, d'arrêter d'être un clochard. Ils me traitaient comme un déchet, comme si je n'étais pas humain. Sa voix s'est légèrement brisée. Et puis vous êtes apparu hier soir, assis sur cette place, visiblement détruite par quelque chose, les yeux rouges d'avoir tant pleuré. Et pourtant, quand vous m'avez vu souffrir, vous n'avez pas hésité une seconde. Vous avez enlevé votre unique manteau et me l'avez donné sans poser de questions, sans jugement, sans rien attendre en retour. Des larmes ont commencé à couler sur mes joues. Vous m'avez redonné quelque chose que j'avais perdu, Madame Davis. Vous m'avez redonné foi en l'humanité. Vous m'avez montré qu'il y a encore de bonnes personnes dans ce monde. Des gens qui donnent sans compter, qui aident sans calculer, qui aiment de manière inconditionnelle. Il s'est penché en avant sur son siège. C'est pour cela que je suis ici. Parce que je veux vous remercier comme il se doit. Et parce que je veux vous proposer quelque chose. Me proposer quoi? Ai-je demandé d'une voix tremblante. Un travail, une opportunité, un but. Je l'ai regardé sans comprendre. J'ai l'intention d'ouvrir un centre d'accueil complet pour les personnes âgées en situation de vulnérabilité, a-t-il expliqué. Un endroit où les personnes abandonnées par leur famille peuvent trouver un refuge, de la dignité et une seconde chance. Mais je ne veux pas que ce soit un simple projet caritatif géré par des gens qui n'ont jamais souffert. Je veux qu'il soit dirigé par quelqu'un qui comprend la douleur, quelqu'un qui sait ce que c'est que de se sentir invisible, quelqu'un qui a un cœur sincère. Il a fait une pause. Je veux que vous soyez la directrice de ce centre, Madame Davis. Ma bouche s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. Directrice? Moi? Une femme de 69 ans qui venait d'être abandonnée par son mari. Je n'ai pas d'expérience, ai-je fini par dire. Je ne sais rien de la gestion de projet. Je n'ai pas de diplôme. Non, vous n'avez pas besoin de diplôme formel, l'a interrompu Arthur avec fermeté. Vous avez besoin de quelque chose de bien plus précieux. De l'empathie, de la compassion, la capacité de voir les gens comme des êtres humains et non comme des chiffres ou des cas. Et vous avez cela. Je l'ai vu hier soir. Je l'ai ressenti. Quant au salaire, il sera de $8 000 par mois. Vous aurez une équipe de soutien complète. Des travailleurs sociaux, des psychologues, des infirmières, des administrateurs. Votre rôle sera d'être le cœur du projet, d'être là pour les gens qui arrivent, de les écouter, de les comprendre, de leur montrer qu'ils comptent encore. $8 000 par mois. C'était plus que ce que Richard et moi avions gagné ensemble durant nos meilleures années. De plus, a-t-il poursuivi, le centre portera le nom de ma femme, le centre d'espoir Margaret Sterling, et je veux que ce soit vous qui inauguriez cet endroit avec moi, que vous lui donniez vie, que vous le transformiez en ce qu'il doit être, un foyer. Je n'arrivais pas à y croire. Cela ne pouvait pas être en train de se produire. C'était trop beau, trop irréel. Pourquoi moi, ai-je demandé alors que les larmes coulaient de manière incontrôlable. Pourquoi feriez-vous cela pour moi? Je ne vous ai donné qu'un manteau. Arthur s'est levé de son siège et s'est agenouillé devant moi, prenant mes mains dans les siennes. Parce que ce manteau signifiait plus que tous les millions que j'ai en banque. Parce que vous m'avez donné quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, de l'humanité.
Et parce que j'ai besoin de quelqu'un comme vous pour m'aider à honorer la mémoire de ma femme. Margaret a toujours voulu faire quelque chose comme ça. Elle parlait toujours de créer un refuge pour les personnes oubliées. Et vous, Madame Davis, êtes exactement le genre de personne qu'elle aurait voulu à la barre. Mes mains tremblaient dans les siennes. Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas si c'était réel ou si je faisais une dépression nerveuse, et que rien de tout cela n'était en train de se passer. Vous n'avez pas à me répondre maintenant, a dit Arthur en lâchant mes mains pour retourner s'asseoir. Prenez quelques jours, réfléchissez-y, mais je veux que vous sachiez que cette offre est sincère. Ce n'est pas de la charité. Ce n'est pas de la pitié. C'est de la reconnaissance. La reconnaissance de votre gentillesse, de votre valeur, de qui vous êtes en tant que personne. Il s'est levé. Je reviendrai dans 3 jours pour votre réponse. En attendant, je vous laisse ma carte personnelle. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, absolument quoi que ce soit, appelez-moi. À n'importe quel moment. Il a sorti une carte de sa poche et l'a posée sur la table basse. C'était un papier élégant et épais avec des lettres dorées qui disaient « Arthur Sterling, PDG Sterling Industries ». Une dernière chose, a-t-il dit avant de se diriger vers la porte. Vous avez toujours la broche que je vous ai donnée hier soir? J'ai hoché la tête et je l'ai sortie de la poche de mon peignoir. Je l'avais gardée sur moi depuis mon réveil. Je n'avais pas osé la lâcher. Arthur a souri en voyant la broche dans ma main. Cette broche a appartenu à ma mère pendant 50 ans. Elle l'a reçue de sa propre mère. Elle a plus de 100 ans. Et hier soir, je vous l'ai donnée parce que j'ai su à ce moment-là que j'avais trouvé quelqu'un de spécial, quelqu'un qui méritait de porter quelque chose avec autant de sens. J'ai regardé la broche avec un œil nouveau. Ce n'était pas juste un joli morceau d'argent terni. C'était de l'histoire. C'était une famille. C'était de l'amour transmis de génération en génération. Gardez-la, a dit Arthur. Elle est à vous. Et j'espère qu'un jour, quand vous trouverez quelqu'un qui la mérite autant que vous, vous la lui transmettrez. C'est ainsi que fonctionne la gentillesse, Madame Davis. Elle se transmet. Elle se multiplie. Elle devient quelque chose de plus grand qu'on ne l'imagine. Et sans en dire plus, il a quitté ma maison, suivi de ses gardes. J'ai entendu les moteurs démarrer dehors, puis les voitures s'éloigner les unes après les autres. Et en quelques minutes, la rue est redevenue silencieuse. Je suis resté debout au milieu du salon, tenant la broche et la carte, me demandant si cela s'était réellement produit ou si mon esprit brisé avait créé toute cette scène pour me donner un peu d'espoir. Mais la carte était réelle. La broche était réelle. Et les mots d'Arthur résonnaient encore à mes oreilles. 8 000 $ par mois. Directrice. Un but. Je me suis laissé tomber sur le canapé. Ma tête tournait. Hier, mon mari m'avait abandonné en me disant que je ne valais plus rien. Et aujourd'hui, un milliardaire m'offrait la chance de diriger son projet le plus important. Comment était-ce possible? Comment la vie pouvait-elle changer si radicalement en moins de 24 heures? J'ai regardé autour du salon. Les espaces vides où se trouvaient les affaires de Richard ne faisaient plus aussi mal. Soudain, ces vides semblaient être des opportunités, des espaces à remplir avec quelque chose de nouveau, quelque chose qui m'appartenait. J'ai pris mon téléphone. J'avais plusieurs messages non lus. Je les ai ouverts le cœur battant, espérant que Richard avait peut-être des regrets, qu'il avait écrits pour s'excuser. Mais non, les messages provenaient de l'avocat. Des documents que je devais signer, des conditions de séparation, des dates pour diviser les biens, tout cela froid, légal, conçu pour clore un chapitre de 42 ans, comme s'il s'agissait d'une simple transaction. J'ai supprimé les messages sans répondre. Pas aujourd'hui. Je ne pouvais pas gérer cela aujourd'hui. À la place, j'ai regardé la carte d'Arthur. J'ai passé mes doigts sur les lettres dorées. Sterling Industries, PDG, numéro direct. Devais-je l'appeler? Devais-je accepter l'offre dès maintenant? Non. Il m'avait dit de prendre 3 jours. Et il avait raison. J'avais besoin de réfléchir. Je devais être sûr que c'était ce que je voulais. Je ne pouvais pas prendre une décision aussi importante uniquement sur le coup de l'émotion. Mais une partie de moi connaissait déjà la réponse. Une partie de moi avait déjà dit oui dès l'instant où Arthur avait prononcé les mots but et dignité.
Les 2 jours suivants ont été étranges. Je les ai passés dans la maison à nettoyer les espaces que Richard avait laissés vides. J'ai rangé de vieilles photos dans des cartons. J'ai fait don de vêtements que je ne portais plus. J'ai réorganisé les meubles. C'était comme si je préparais le terrain pour quelque chose de nouveau, même si je n'étais pas encore sûr de ce que ce serait. J'ai beaucoup pensé à l'offre d'Arthur. Est-ce que je pouvais vraiment le faire? Diriger un centre pour personnes âgées. Je n'avais aucune expérience. Je n'avais jamais travaillé dans un domaine pareil de ma vie. J'avais été femme au foyer pendant des décennies. J'avais pris soin de Richard. J'avais entretenu la maison. J'avais été le soutien invisible de sa vie. Mais diriger un projet, être responsable d'autres personnes. Et pourtant, plus j'y pensais, plus cela prenait du sens. Je savais ce que c'était que de se sentir invisible. Je savais ce que c'était que d'être jeté. Je connaissais la douleur de voir des personnes censées vous aimer vous traiter comme si vous ne valiez rien. S'il y avait quelqu'un qui pouvait comprendre ces personnes au centre, c'était bien moi. L'après-midi du 2e jour, on a sonné à la porte. Je me suis levé du canapé et je me suis dirigé vers la porte, le cœur battant. Était-ce Arthur? Avait-il changé d'avis et venait-il retirer son offre? J'ai ouvert la porte et je me suis figé. C'était Richard. Il se tenait là, les mains dans les poches, avec une expression inconfortable sur le visage. Derrière lui, garée dans la rue, se trouvait une petite voiture rouge que je ne reconnaissais pas. Probablement la voiture de Jessica. « Bonjour, Eleanor » a-t-il dit d'une voix tendue. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé, attendant qu'il dise ce qu'il était venu dire. « Puis-je entrer » a-t-il demandé. « J'ai besoin de te parler de certains papiers. » Je me suis écarté sans dire un mot. Il est entré et a regardé autour de lui, remarquant les changements, les meubles réorganisés, les espaces propres, l'absence des photos de nous qui étaient accrochées au mur. « Je vois que tu as été occupé » a-t-il commenté d'un ton gêné. « Qu'est-ce que tu veux, Richard » ai-je demandé directement. Je n'avais pas d'énergie pour des conversations hypocrites. L'avocat m'a dit que tu n'avais pas répondu à ses messages. Nous devons régler cela rapidement. Il y a des papiers que tu dois signer. Je les signerai quand je serai prête. Il a froncé les sourcils. Eleanor, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Signe simplement les papiers et nous pourrons tous les deux passer à autre chose. Passer à autre chose, ai-je répété avec un rire amer. Toi, tu es déjà passé à autre chose, Richard, depuis 6 mois d'après ce que tu m'as dit. Moi, je commence à peine à comprendre ce que signifie ma vie sans toi. Ne sois pas dramatique, a-t-il dit d'un ton condescendant. Je te laisse la maison. Je te laisse 80 000 $. Tu ne peux pas te plaindre. Ces mots ont allumé quelque chose en moi. Quelque chose qui sommeillait depuis des années. Que je ne peux pas me plaindre? J'ai passé 42 ans de ma vie à prendre soin de toi, à te soutenir, à sacrifier mes rêves pour les tiens, et tu me jettes comme si j'étais un vieux meuble qui ne correspond plus à ta nouvelle décoration. Ce n'est pas comme ça, a-t-il dit avec impatience. Les choses changent, les gens changent. J'ai changé. Et toi? Tu es restée stagnante. Je suis resté loyal, ai-je corrigé. Je suis resté fidèle aux promesses que j'avais faites le jour de notre mariage. Ces promesses qui, apparemment, ne signifiaient rien pour toi. Richard a soupiré de frustration. Écoute, je ne suis pas venu pour me battre. Je suis venu pour régler des questions pratiques. Mais puisque nous y sommes, il y a autre chose que tu dois savoir. Mon estomac s'est noué. Jessica est enceinte. Les mots sont tombés comme une bombe. J'ai senti à nouveau le sol se dérober sous mes pieds. Quoi? Elle est enceinte de 3 mois. Nous allons avoir un bébé. C'est pour cela que j'ai besoin que nous signions les papiers rapidement pour que tout soit en ordre à la naissance de l'enfant. Un bébé. Richard allait avoir un bébé avec une autre femme à 71 ans. Avec une femme qui pourrait être sa fille. Et tu viens me dire ça parce que, ai-je demandé d'une voix tremblante. Parce que j'ai besoin que tu comprennes pourquoi il est important de clore cela rapidement. Je vais être père à nouveau, Eleanor. Je vais avoir une nouvelle famille et j'ai besoin que tu l'acceptes et que tu passes à autre chose. Passer à autre chose. Comme si c'était si simple.
Comme si 42 ans pouvaient être effacés par la simple signature de quelques papiers. Sors, ai-je dit d'une voix basse mais ferme. Quoi? Sors de chez moi. Maintenant. Éléanore, sois raisonnable. Sors, ai-je crié de toutes mes forces. Sors et ne reviens pas à moins que ce ne soit absolument nécessaire. Je ne veux pas te voir. Je ne veux pas t'écouter. Je ne veux rien savoir de ta nouvelle vie parfaite. Richard m'a regardé avec surprise. Il ne m'avait probablement jamais entendu lui crier dessus ainsi. Durant toutes nos années de mariage, j'avais toujours été l'épouse calme et soumise, celle qui évitait le conflit à tout prix. Tu es hystérique, a-t-il dit avec dédain. Je savais que tu réagirais ainsi. C'est pour cela qu'il valait mieux en finir maintenant. Je ne peux pas gérer tes drames émotionnels. Mes drames émotionnels, ai-je répété, incrédule. Tu m'as abandonné le jour de mon anniversaire après 42 ans. Tu m'as échangé contre une femme de 20 ans de moins et maintenant tu viens me frotter au visage que tu vas avoir un bébé, et c'est moi qui suis dramatique? C'est la vérité, Éléanore. Tu as toujours été trop sensible, trop dépendante. J'avais besoin d'espace pour respirer et tu ne m'en as jamais donné. Ces mots m'ont fait du mal, mais cette fois-ci, ils ne m'ont pas brisé. Cette fois, il y avait quelque chose de différent en moi, de plus fort. Tu as raison, ai-je dit calmement. J'étais dépendante. J'ai fait passer ton bonheur avant le mien. J'ai fait de toi le centre de mon monde. Mais tu sais quoi, Richard? Ce n'était pas de la faiblesse. C'était de l'amour. Un amour que tu n'as jamais su apprécier. Un amour que tu as gâché. C'est reparti pour les discours, a-t-il dit en levant les yeux au ciel. Écoute, je n'ai pas le temps pour ça. Signe simplement les papiers, d'accord? Je ne demande rien d'injuste. Je te laisse la maison et assez d'argent pour que tu vives confortablement le reste de tes jours. Tu devrais être reconnaissante. Reconnaissante, le mot est sorti de ma bouche comme du venin. Reconnaissante pour les miettes d'une vie que j'ai bâtie autant que toi? Reconnaissante parce que tu me laisses le minimum pendant que tu prends ta liberté et ta nouvelle famille. Oh, s'il te plaît, n'exagère pas 80 000 $, ce ne sont pas des miettes. Je ne parle pas d'argent, Richard. Je parle de respect, de dignité, de tout ce que tu m'as pris quand tu as décidé que je n'étais plus assez bien pour toi. Il a secoué la tête avec frustration. Tu es impossible. Je ne sais même pas pourquoi je suis venu. J'attendrai que mon avocat te contacte. Et je te préviens, Éléanore. Si tu fais des difficultés avec les papiers, si tu essaies de demander plus d'argent ou de compliquer les choses, je peux être difficile aussi. Je connais de bons avocats. Tu ne veux pas te lancer dans une bataille juridique avec moi. Tu me menaces, ai-je demandé, incrédule. Je suis réaliste. Signe ce qui te revient et laisse-moi faire ma vie. C'est mieux pour nous deux. Il s'est dirigé vers la porte, mais avant de sortir, il s'est retourné une dernière fois. Ah, et autre chose. Jessica et moi nous marions dans 2 mois. Je ne m'attends pas à ce que tu viennes, évidemment. Je voulais juste que tu le saches. Et sur ce, il est sorti de ma maison et de ma vie, une fois de plus. Je suis restée debout au milieu du salon, tremblante. Mais cette fois-ci, ce n'était pas de tristesse. C'était de rage, d'indignation. Comment osait-il venir chez moi pour me narguer avec sa nouvelle vie, me menacer avec des avocats, me traiter comme si j'étais le problème? J'ai saisi mon téléphone d'une main tremblante. J'ai cherché la carte d'Arthur et j'ai composé le numéro avant de pouvoir le regretter. Il a répondu à la 2e sonnerie. Madame Davis, a-t-il dit d'une voix chaleureuse. Je ne m'attendais pas à votre appel avant demain. J'accepte, ai-je dit directement. J'accepte votre offre. Je veux être la directrice du centre. Je veux travailler avec vous. Je veux faire quelque chose qui compte. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis j'ai entendu le sourire dans ses mots. Vous ne savez pas à quel point je suis heureux d'entendre cela. Êtes-vous sûr? Je ne veux pas que vous vous sentiez forcé. Je suis complètement sûr. Plus sûr de cela que de n'importe quoi d'autre depuis bien longtemps. Parfait. Alors nous commençons demain. J'enverrai une voiture vous chercher à 9 h du matin. Je veux vous montrer le terrain où nous construirons le centre. Je veux que vous voyiez les plans.
Je veux que vous me donniez vos idées. Ce projet sera autant le vôtre que le mien. Je serai là, ai-je promis. Madame Davis, a-t-il dit d'une voix plus douce. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? J'entends quelque chose de différent dans votre voix. J'ai hésité un instant, puis j'ai décidé d'être honnête. Arthur est resté silencieux pendant quelques secondes. Cet homme est un imbécile, a-t-il dit enfin. Un imbécile qui ne mérite pas une seconde de plus de votre temps ni de vos larmes. Et je vous promets une chose, Madame Davis. Très bientôt, il verra tout ce qu'il a perdu. Il verra la femme extraordinaire que vous êtes. Et il le regrettera pour le reste de ses jours. Ces mots m'ont réconforté plus que je ne saurais l'exprimer. Merci, ai-je chuchoté. À demain à 9 heures. Reposez-vous. Demain, votre nouvelle vie commence. Il a raccroché et je suis resté là, serrant le téléphone contre ma poitrine, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des jours, un véritable espoir, un véritable but, un avenir qui ne dépendait ni de Richard ni de personne d'autre. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des semaines. Je n'ai pas rêvé de Richard. Je n'ai pas rêvé d'abandon. J'ai rêvé d'un grand bâtiment lumineux rempli de gens souriants. J'ai rêvé de voix qui me remerciaient. J'ai rêvé de la broche en argent brillant sur ma poitrine comme un symbole que tout était possible. À 9 heures pile le lendemain matin, une voiture noire s'est garée devant chez moi. Ce n'était pas comme les 15 voitures de l'autre jour. C'était une seule voiture, élégante mais discrète. Le chauffeur est sorti et a frappé à ma porte. « Bonjour, Madame Davis. Monsieur Sterling vous attend. » Je suis monté dans la voiture, le cœur battant. Le chauffeur a conduit pendant 20 minutes jusqu'à ce que nous atteignions la périphérie de la ville. Et là, sur un immense terrain entouré d'arbres, Arthur m'attendait. Il portait un jean, une chemise blanche et des bottes de chantier. Il avait l'air différent, plus détendu, mais toujours avec cette présence. « Bonjour », m'a-t-il accueilli avec un grand sourire. « Bienvenue au futur centre d'espoir Margaret Sterling. » J'ai regardé autour de moi. Le terrain était magnifique. Il y avait assez d'espace pour des jardins, des aires de loisirs, de grands bâtiments, et la vue sur les montagnes en arrière-plan était spectaculaire. « C'est parfait », ai-je dit sincèrement. « Venez, laissez-moi vous montrer les plans. » Nous avons marché vers une table pliante où étaient étalés des papiers, des plans d'architectes détaillés. Le centre aurait des chambres individuelles pour 50 personnes, une cafétéria communautaire, une bibliothèque, des salles de thérapie, des jardins avec des sentiers de promenade, des espaces d'art et d'artisanat. Je veux que ce soit un foyer, pas une institution, a expliqué Arthur en désignant différentes sections. Je veux que les gens qui arrivent ici sentent qu'ils ont de la dignité, de la valeur, que leur vie compte encore. C'est magnifique, ai-je dit, les larmes aux yeux. Tout cela est magnifique. Et ici, a-t-il dit en indiquant une section spéciale du plan, se trouvera votre bureau, avec vue sur les jardins, avec assez d'espace pour recevoir les personnes qui ont besoin de parler, pour que vous soyez le cœur de cet endroit. J'ai fixé cet espace sur le papier. Mon bureau, mon espace, mon but. Quand commencera la construction, ai-je demandé. Dans 2 semaines. Mais avant cela, j'ai besoin que vous et moi travaillions ensemble sur les détails, sur le type de programme que nous proposerons, sur la manière dont nous choisirons le personnel. Sur la façon dont nous ferons en sorte que chaque personne qui arrive ici se sente comme chez elle. Nous avons passé les 4 heures suivantes à discuter. Arthur m'écoutait attentivement. Il prenait des notes. Il me posait des questions. Il appréciait mes opinions comme si elles importaient vraiment, comme si je savais vraiment quelque chose. Et la vérité, c'est que je savais. Je savais de quoi avaient besoin les personnes qui se sentaient invisibles. Je connaissais le genre de mots qui guérissaient. Je savais ce que c'était que de se sentir rejeté et ce dont on avait besoin pour se sentir à nouveau vivante. Vous avez un don, a dit Arthur à un moment donné. Un don pour comprendre les gens, pour voir au-delà des apparences. Ce n'est pas un don, ai-je répondu. C'est de l'expérience. C'est d'avoir vécu la douleur. Arthur a acquiescé avec une profonde compréhension. C'est pour cela que vous êtes la personne idéale pour cela. Les gens n'ont pas besoin de quelqu'un qui les prenne en pitié. Ils ont besoin de quelqu'un qui les comprenne vraiment. Et vous les comprenez parce que vous avez été dans cet endroit sombre. Ces mots ont touché mon âme.
Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un voyait ma douleur non pas comme une faiblesse, mais comme une force, comme quelque chose qui me rendait précieuse. Nous avons continué à travailler tout au long de cette semaine. Chaque matin, la voiture venait me chercher. Chaque jour, Arthur et moi nous rencontrions pour planifier d'autres détails. Nous avons fait passer des entretiens aux candidats pour l'équipe, travailleurs sociaux, infirmières, cuisiniers, jardiniers. J'ai participé à chaque entretien. Arthur me demandait mon avis sur chaque personne et il écoutait vraiment ce que je disais. Cette femme a de bonnes références, disais-je après un entretien, mais elle n'a pas de chaleur. Les gens ont besoin de chaleur, pas seulement de professionnalisme. Vous avez raison, répondait Arthur. Continuons à chercher. Je me sentais utile, importante, valorisée, des sentiments que je n'avais pas éprouvés depuis des décennies. Un après-midi, après une longue journée de travail, Arthur m'a invité à prendre un café dans un petit établissement près du chantier. Je veux vous poser une question personnelle, a-t-il dit en attendant nos boissons. Avez-vous déjà signé les papiers du divorce? J'ai secoué la tête. Pas encore. L'avocat continue de m'envoyer des messages, mais je n'ai pas eu la force de m'en occuper. J'ai été tellement concentré sur le projet que j'ai ignoré tout le reste. Puis-je vous donner un conseil, a-t-il demandé prudemment. S'il vous plaît. Ne signez rien avant d'avoir consulté votre propre avocat. Ne croyez pas que votre mari soit équitable simplement parce qu'il vous laisse la maison et un peu d'argent. 42 ans de mariage méritent mieux qu'un règlement rapide. Ces mots m'ont frappé. Arthur avait raison. J'avais tellement l'habitude de faire confiance à Richard, de croire qu'il faisait toujours ce qu'il fallait, qu'il ne m'était pas venu à l'esprit de remettre en question les conditions qu'il proposait. Je n'ai pas d'avocat, ai-je admis, embarrassé. Je ne sais même pas par où commencer. Arthur a sorti son téléphone. J'ai une amie. Elle s'appelle Kate Bennett. C'est l'une des meilleures avocates en droit de la famille du pays. Laissez-moi lui parler. Je vais vous obtenir un rendez-vous pour cette semaine. Je n'ai pas les moyens de me payer une avocate comme ça, ai-je dit, confuse. Je ne vous demande pas de payer. C'est un service entre amis. Et d'ailleurs, a-t-il ajouté en souriant, vous m'avez donné votre manteau quand je mourais de froid à l'intérieur. Je peux bien vous obtenir un rendez-vous avec une avocate. Nous sommes quittes. 2 jours plus tard, j'étais assise dans l'élégant bureau de Kate Bennett. C'était une femme d'une 50aine d'années, avec des cheveux courts et un regard intelligent qui semblait percer les mensonges. Arthur m'a expliqué votre situation, a-t-elle dit sans détour. Et j'ai déjà examiné les documents que votre mari vous a envoyés. Vous voulez mon avis honnête? J'ai hoché la tête nerveusement. Il vous vole complètement. 80 000 $ après 42 ans de mariage est une insulte, surtout si votre mari a une pension, des propriétés, des investissements. Savez-vous exactement combien d'argent vous possédez ensemble? Non, ai-je admis, honteuse. Richard a toujours géré les finances. Je lui faisais simplement confiance. Kate a soupiré. C'est ce que beaucoup de femmes de votre génération ont fait. Elles font confiance. Et maintenant, elles en paient le prix. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons enquêter. Nous allons découvrir exactement quels sont les actifs existants et nous allons nous assurer que vous recevez ce qui vous revient de droit. Pendant les 2 semaines suivantes, Kate a travaillé sans relâche. Elle a demandé des relevés bancaires. Elle a examiné les investissements. Elle a enquêté sur les propriétés. Et ce qu'elle a découvert m'a laissé de glace. Richard n'avait pas seulement les 80 000 $ dont il m'avait parlé. Il avait un compte d'épargne avec 240 000 $ dont il ne m'avait jamais parlé. Il avait des actions dans 2 sociétés évaluées à 120 000 $. Et il avait vendu un terrain que nous avions acheté ensemble il y a 20 ans pour 90 000 $, de l'argent qui n'apparaissait nulle part dans les papiers de partage. Au total, les biens réels s'élevaient à plus de 550 000 $, et il m'en offrait moins de 30%. Cet homme est un voleur, a dit Kate avec une colère contenue. Il a essayé de profiter de votre manque de connaissances. Mais cela ne va pas marcher. Nous allons l'emmener au tribunal si nécessaire, et vous allez recevoir les 50% qui vous reviennent par la loi. 275 000 $. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Richard, l'homme avec qui j'avais partagé ma vie pendant 42 ans, m'avait menti. Il m'avait trompé.
Il avait essayé de me voler ce qui m'appartenait de droit. Comment a-t-il pu me faire ça, ai-je demandé avec des larmes de rage. Parce qu'il pensait que vous étiez faible, a répondu Kate. Kate a envoyé les documents juridiques à l'avocat de Richard. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Richard, furieux. « Qu'est-ce que tu t'imagines faire, Eleanor ?» a-t-il crié à l'autre bout du fil. « Engager des avocats hors de prix, enquêter sur mes finances. Pour qui tu te prends ? » « Je me prends pour quelqu'un qui mérite ce qui lui appartient, » ai-je répondu d'une voix ferme. « Quelqu'un qui ne va pas se laisser dépouiller. » « Je ne te dépouille pas. Je te donne ce qui est juste. » « Ce qui est juste, c'est 50% de l'actif total, Richard. Pas les miettes que tu as décidé de me donner tout en te gardant la part du lion. J'ai gagné cet argent, a-t-il dit avec rage. Par mon travail, par mes efforts, et j'ai entretenu la maison pendant 42 ans. J'ai cuisiné tes repas. J'ai lavé tes vêtements. J'ai pris soin de toi quand tu étais malade. Je t'ai soutenu quand tu as perdu des emplois. C'est aussi du travail, Richard. Un travail non rémunéré qui t'a permis de sortir et de gagner cet argent sans te soucier de rien d'autre. Tu es ridicule. Et cette avocate te remplit la tête d'idées. Non, cette avocate m'ouvre les yeux sur la réalité. Une réalité que tu as essayé de me cacher. Richard a pris une profonde inspiration, essayant de se contrôler. Eleanor, écoute-moi. Nous ne voulons pas aller au tribunal. Cela va nous coûter cher à tous les deux. Mettons-nous d'accord sur quelque chose de raisonnable. Je t'offre 150 000 $. C'est plus que ce que j'avais proposé au début. C'est une bonne affaire. Non, je veux 50%. 275 000 $, pas un centime de moins. C'est absurde. Je ne te donnerai pas autant d'argent. Alors on se verra au tribunal. Mon avocate dit que j'ai un dossier solide. Et en plus, ai-je ajouté avec une satisfaction que je ne pouvais cacher, elle va également demander à ce que tu paies mes frais de justice pour avoir tenté de m'abuser. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Tu as changé, a-t-il fini par dire d'un ton de mépris. Tu n'es plus l'Eleanor que je connaissais. Tu as raison. Je ne suis plus la femme qui se laissait piétiner. Je ne suis plus celle qui se contentait de ce que les autres décidaient de lui donner. J'ai changé, et c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver. J'ai raccroché sans attendre de réponse. Mes mains tremblaient, mais pas de peur. Elles tremblaient de puissance. De savoir qu'enfin, je me défendais. Que enfin, je me battais pour ce qui m'appartenait. Cette nuit-là, j'ai appelé Arthur pour tout lui raconter. Il a écouté en silence puis a laissé échapper un rire franc. Bien joué, Eleanor. Très bien joué. Cet homme avait besoin que quelqu'un lui mette un frein. Et je suis ravi que ce soit vous. Je n'aurais pas pu le faire sans votre aide, ai-je admis. Sans Kate, sans tout cela. Non, a corrigé Arthur. Vous auriez pu le faire. Vous avez toujours eu cette force en vous. Vous aviez juste besoin d'une raison de l'utiliser. Et maintenant, vous l'avez trouvé. Il avait raison. Pendant tout ce temps, j'avais possédé cette force. Mais je l'avais enterrée sous des années de complaisance, à faire passer les besoins des autres avant les miens, à croire que ma valeur dépendait de mon utilité pour Richard. Plus maintenant. Les semaines suivantes ont été un tourbillon. La construction du centre a officiellement commencé. Je me rendais sur le chantier tous les jours, regardant les fondations prendre forme, les murs s'élever, et quelque chose qui n'était qu'une idée sur le papier devenir réalité. Arthur m'impliquait dans chaque décision. La couleur des murs des chambres, la disposition des jardins, le type de mobilier que nous achèterions, et même le menu qui serait servi à la cafétéria. Je veux que les gens mangent de la vraie nourriture, ai-je dit lors d'une réunion avec le chef que nous avions embauché, pas cette nourriture institutionnelle sans saveur. Je veux que ça sente la maison, que ça ait le goût de l'amour. Pour leur rappeler qu'ils sont importants. Le chef, un homme nommé Paul d'une 50aine d'années, a souri chaleureusement. Vous comprenez ce qui est important, Madame Davis. Travailler ici sera un honneur. Chaque petite victoire de ce genre me remplissait le cœur. Je bâtissais quelque chose de réel. Quelque chose qui allait changer des vies. Et pour la première fois depuis des décennies, je sentais que ma propre vie avait un but plus grand que la simple existence.
Pendant ce temps, la bataille juridique avec Richard se poursuivait. Kate était implacable. Chaque fois que l'avocat de Richard essayait de négocier pour moins d'argent, elle répliquait avec de nouvelles preuves de biens cachés. Finalement, après 6 semaines de lutte juridique, Richard a cédé. Il a accepté les conditions. Kate m'en a informé par téléphone sur un ton victorieux. 275 000 $ plus la maison. Et il devra également payer 20 000 $ de frais d'avocat. Votre part est la mienne. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. 20 000 $ de plus que Richard allait devoir payer pour avoir essayé de me duper. Quand vais-je recevoir l'argent, ai-je demandé. Le transfert sera effectué dans les 10 prochains jours. Et après cela, vous serez officiellement divorcé. Libre, avec des ressources pour commencer la vie que vous voulez. Libre. Ce mot a résonné dans mon esprit pendant des jours. Bientôt, je serai officiellement libéré d'un mariage qui m'avait consumé pendant 42 ans. Libéré d'un homme qui m'avait fait me sentir invisible, libre d'être qui je voulais être. Un samedi après-midi, j'étais sur le chantier du centre pour examiner l'avancement des travaux quand Arthur m'a pris à part. J'ai quelque chose à vous montrer, a-t-il dit avec un sourire mystérieux. Il m'a mené vers l'entrée principale du bâtiment qui prenait forme. Au-dessus des doubles portes en bois, il y avait une plaque de bronze fraîchement installée. On pouvait y lire « Centre d'espoir Margaret Sterling », fondé par Arthur Sterling, dirigé par Eleanor Davis. Mes yeux se sont immédiatement remplis de larmes. Mon nom est là, ai-je chuchoté en touchant les lettres. Bien sûr qu'il y est. Ce centre n'existerait pas sans vous. Votre cœur, votre vision, votre empathie sont ce qui le rend spécial. Votre nom mérite d'y figurer autant que le mien. Je me suis tourné vers lui, les larmes coulant sur mes joues. Cette nuit-là, de retour chez moi, je me suis assise sur le canapé avec une tasse de thé chaud. La maison ne semblait plus vide. Je l'avais remplie de nouvelles choses, des plantes, des livres, des photographies de moments heureux qui n'incluaient pas Richard. Et sur la cheminée, à une place d'honneur, se trouvait la broche en argent de la mère d'Arthur. Je l'ai prise dans mes mains et l'ai observée sous la lumière. Les fleurs gravées brillaient doucement. Ce petit objet avait été le début de tout. Le symbole que la gentillesse revient multiplier. Mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai hésité avant de répondre, puis j'ai fini par décrocher. Eleanor ? C'était la voix de Jessica. Je me suis figé. Pourquoi la petite amie de Richard m'appelait-elle ? Oui, ai-je répondu avec méfiance. J'ai besoin de te parler. S'il te plaît, c'est important. Je ne pense pas que nous ayons quoi que ce soit à nous dire, ai-je dit froidement. S'il te plaît, a-t-elle insisté d'une voix désespérée. Juste 5 minutes. Je t'en supplie. Quelque chose dans son ton m'a fait hésiter. Elle avait l'air effrayée. Vulnérable. D'accord. 5 minutes. Je l'ai entendu prendre une profonde inspiration à l'autre bout du fil. Richard n'est pas celui que je croyais, a-t-elle commencé d'une voix tremblante. Quand nous nous sommes rencontrés, il m'a dit que vous étiez déjà séparés, que le mariage était terminé depuis des années, qu'il ne manquait plus que la signature des papiers. Il m'a menti. Je n'ai rien dit. J'ai juste écouté. Et maintenant que nous vivons ensemble, je vois des choses que je ne voyais pas avant. Il se met en colère pour un rien. Il me contrôle. Il vérifie mon téléphone. Il me dit quoi porter, à qui parler, où je peux aller. Et quand je me plains, il me dit que je suis dramatique, que je devrais être reconnaissante parce qu'il a tout quitté pour moi. J'ai reconnu ce schéma immédiatement. C'était ainsi que cela avait commencé avec Richard pour moi aussi. Au début, tout était parfait. Mais avec le temps, les critiques subtiles avaient commencé. Les contrôles déguisés en préoccupation. La manipulation enveloppée de mots d'amour. Pourquoi m'appelez-vous, ai-je finalement demandé. Parce que j'avais besoin de parler à quelqu'un qui le connaissait vraiment. Quelqu'un qui comprenait. Et aussi. Parce que je veux m'excuser. Je ne savais pas qu'il t'avait abandonné ainsi. Je ne savais pas que vous étiez ensemble depuis 42 ans quand nous avons commencé notre relation. Il m'a dit que cela ne faisait que 20 ans et que tu avais déjà accepté la séparation. Ces mots m'ont fait du mal, mais ils ne me brisaient plus. Je ne m'en souciais plus vraiment.
J'ai perdu le bébé la semaine dernière, a-t-elle dit en éclatant en sanglots. Et quand c'est arrivé, Richard n'était pas là pour moi. Il a dit qu'il devait régler des affaires juridiques avec toi, que c'était toi qui compliquais tout. Il m'a laissé seul à l'hôpital. J'ai ressenti un élan de compassion pour elle. Malgré tout, c'était une femme qui souffrait. Je suis désolé, ai-je dit sincèrement. Perdre un bébé est douloureux. Personne ne mérite de traverser cela seul. Merci, a-t-elle chuchoté. Et je suis vraiment désolé. Désolé d'avoir participé à la destruction de ton mariage. Vous n'avez rien détruit, ai-je répondu. Richard a détruit notre mariage bien avant que vous n'apparaissiez. Vous n'étiez que l'excuse qu'il a utilisée pour justifier ce qu'il voulait déjà faire. Jessica a continué à pleurer à l'autre bout du fil. Je ne sais pas quoi faire. J'ai quitté mon appartement pour emménager avec lui. J'ai quitté mon travail parce qu'il disait qu'il n'était pas nécessaire que je travaille. Et maintenant, je me sens piégé. Alors partez, ai-je dit fermement. Partez avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'une autre année ne passe et que vous ne réalisiez que vous avez perdu toute votre vie pour quelqu'un qui ne vous voit que comme un objet pour le faire se sentir jeune. Mais où aller? Je n'ai pas d'économie. Je n'ai pas de travail. J'ai réfléchi un instant à ces paroles. Jessica était dans la même situation que celle où je m'étais trouvé pendant des années. Dépendante, sans ressources propres, piégée. La différence était qu'elle avait encore le temps de s'en sortir avant de gâcher des décennies de sa vie. Cherchez votre famille, lui ai-je dit. Vos amis, demandez-leur de l'aide et commencez à chercher un travail immédiatement. N'importe quel travail. Peu importe s'il est moins prestigieux que ce que vous aviez avant. L'important est que vous retrouviez votre indépendance. Et s'il me dit qu'il change, que les choses seront différentes? Elles ne le seront pas, ai-je répondu avec la certitude que seule l'expérience apporte. Les hommes comme Richard ne changent pas. Ils s'adaptent temporairement jusqu'à ce qu'ils se sentent à nouveau en sécurité. Et puis tout redevient comme avant, ou pire. Jessica a sangloté à l'autre bout du fil. Tu avais raison sur tout, a-t-elle dit à travers ses larmes. J'aurais dû t'écouter depuis le début. J'aurais dû voir les signes. Nous ne pouvons pas changer le passé, ai-je dit doucement. Nous pouvons seulement décider de ce que nous ferons de l'avenir, et vous avez encore le temps de choisir un avenir différent. Merci, Eleanor. Vraiment. Et encore une fois, je suis tellement désolé. Elle a raccroché. Je me suis assise sur le canapé pour digérer la conversation. 2 mois plus tôt, entendre la voix de Jessica m'aurait détruite. J'aurais ressenti de la jalousie, de la rage, de la douleur. Mais maintenant, je ne ressentais que de la compassion. Elle était une autre victime des mensonges et des manipulations de Richard, et elle ne serait probablement pas la dernière. Richard suivrait le même schéma toute sa vie. Il trouverait des femmes vulnérables, leur promettrait le monde, les contrôlerait jusqu'à ce qu'elles cessent d'être utiles ou intéressantes, puis en chercherait une autre. C'était sa nature, et ce n'était plus mon problème. 2 semaines plus tard, l'argent du divorce est arrivé sur mon compte. 275 000 $, une somme qui m'apportait sécurité, liberté et opportunité. Ce n'était pas une immense fortune, mais c'était suffisant pour vivre confortablement si je faisais attention. Et combiné à mon salaire de 8 000 $ par mois du centre, j'étais dans une meilleure situation financière que jamais dans ma vie. La première chose que j'ai faite a été d'appeler Kate pour la remercier. « Ne me remerciez pas », a-t-elle dit. « C'est vous qui avez fait le plus dur. Vous avez eu le courage de vous battre. Je n'étais que votre outil. Vous étiez plus que cela. Vous étiez ma guerrière, ma défenseuse, et je ne l'oublierai jamais. La seconde chose que j'ai faite a été d'aller à la banque et d'ouvrir un compte d'épargne entièrement nouveau à mon nom, à moi seul, où personne d'autre n'aurait accès, où mon argent serait en sécurité et sous mon contrôle. Le directeur de la banque, un homme plus âgé nommé Monsieur Henderson, m'a souri pendant qu'il traitait les documents. C'est rafraîchissant de voir une femme de votre âge prendre le contrôle de ses finances. Beaucoup de dames de votre génération n'apprennent jamais à gérer leur propre argent. Je ne l'avais pas appris non plus, ai-je admis. Mais il n'est jamais trop tard pour commencer. La construction du centre avançait rapidement. Les murs principaux étaient déjà debout, les toits installés, les fenêtres posées, les jardins étaient en train d'être dessinés par un paysagiste qui partageait notre vision de créer un espace de guérison et de beauté.
Arthur et moi passions de longues heures sur le chantier à superviser chaque détail. Nous avions développé une profonde amitié. Il me parlait de Margaret, sa défunte épouse, de la façon dont elle lui manquait chaque jour. Je lui parlais de ma vie avec Richard, des années gâchées, des douloureuses leçons apprises. « Savez-vous ce que j'ai découvert ?» m'a-t-il dit un après-midi alors que nous regardions le coucher de soleil depuis le terrain du centre. Que les pertes les plus douloureuses nous conduisent parfois aux plus belles découvertes. J'ai perdu Margaret. Vous avez perdu votre mariage. Mais nous avons tous deux trouvé un nouveau but, une raison de continuer à avancer. Il avait raison. Ce centre n'était pas seulement un bâtiment. C'était notre guérison, notre façon de transformer la douleur en quelque chose d'utile, en quelque chose qui aiderait d'autres personnes traversant les mêmes souffrances. 3 mois après le début de la construction, le centre était presque terminé. Les meubles ont commencé à arriver. Des lits confortables pour chaque chambre, des fauteuils chaleureux pour les espaces communs, de grandes tables en bois pour la cafétéria, des étagères pleines de livres pour la bibliothèque. Et puis est venu le jour de recruter le personnel final. Nous avions besoin de réceptionnistes, d'agents d'entretien, de bénévoles pour les activités récréatives. Nous avons publié les annonces et reçu plus de 200 candidatures. Parmi elles, une a attiré mon attention. Elle provenait d'une femme nommée Patricia. Elle avait 63 ans. Elle avait été infirmière pendant 30 ans, mais avait dû prendre sa retraite lorsque son mari était tombé malade et avait eu besoin de soins à plein temps. Il était mort il y a 1 an, et elle cherchait maintenant à reprendre le travail, mais personne ne l'embauchait à cause de son âge. Je l'ai appelée pour un entretien personnel. Patricia est arrivée vêtue d'un costume simple mais impeccable. Son visage montrait de la fatigue, mais ses yeux brillaient d'espoir. « Madame Davis » a-t-elle dit en me serrant fermement la main. « Merci de me donner cette opportunité. Je sais qu'il y a des candidates plus jeunes, mais je vous promets que personne ne travaillera avec plus de dévouement que moi. Parlez-moi de votre mari, ai-je dit, ignorant les questions formelles de l'entretien. Son visage s'est adouci. Il s'appelait Robert. Nous avons passé 38 ans ensemble. Les 5 dernières ont été difficiles. La maladie d'Alzheimer. J'ai pris soin de lui à la maison jusqu'à la fin. Et quand il est mort, j'ai réalisé que j'avais perdu non seulement mon mari, mais aussi mon identité professionnelle. Personne ne voulait embaucher une infirmière de 63 ans qui avait quitté le marché du travail depuis 5 ans. « Pourquoi voulez-vous travailler ici ?» ai-je demandé. « Parce que je comprends les personnes qui se sentent invisibles », a-t-elle répondu d'une voix ferme. « Parce que je sais ce que c'est que de s'occuper de quelqu'un de tout son cœur, et parce que j'ai besoin de me sentir utile à nouveau. J'ai besoin de savoir que ma vie a encore un but. » J'ai tendu la main par-dessus le bureau. « Bienvenue dans l'équipe, Patricia. Vous commencez la semaine prochaine. » Ses yeux se sont remplis de larmes. « Vraiment ? Sans examiner les autres candidates ? Je n'ai besoin d'examiner personne d'autre. Vous êtes exactement le type de personne dont nous avons besoin ici. Quelqu'un qui comprend. Quelqu'un qui a vécu la douleur et l'a transformée en compassion. » Patricia s'est levée, a contourné le bureau et m'a serré dans ses bras. « Merci » a-t-elle chuchoté. « Merci de me voir, de me donner une chance quand tous les autres m'ont rejeté. » Cette nuit-là, j'ai appelé Arthur pour lui parler de Patricia. « Vous avez embauché avec votre cœur » a-t-il dit. « C'est exactement ainsi que cela doit être. Ce centre n'a pas besoin seulement de professionnels parfaits. Il a besoin de personnes qui ont une âme, et vous savez comment les identifier. J'ai appris de vous, ai-je répondu. Non, cela a toujours été en vous. Je vous ai simplement donné l'espace pour que cela s'épanouisse. » Une semaine avant l'inauguration officielle du centre, j'étais dans mon bureau en train d'organiser les derniers détails quand mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je n'avais pas enregistré, mais j'ai reconnu l'indicatif régional. C'était celui de la ville où vivait la famille de Richard. J'ai répondu avec prudence. « Éléanore ?» C'était la voix de Suzanne, la jeune sœur de Richard. « Bonjour, Suzanne », ai-je répondu, surprise. Je ne lui avais pas parlé depuis avant le divorce. J'avais besoin de t'appeler. J'avais besoin que tu saches quelque chose. Qu'y a-t-il? Richard et Jessica ont rompu. Elle l'a quitté il y a 2 semaines. Elle est partie et est retournée dans sa famille dans un autre état. Je n'ai pas été surprise.
Après notre conversation, j'avais espéré que Jessica trouverait le courage de partir. J'espère qu'elle va bien, ai-je dit sincèrement. Et Richard? Eleanor, il est détruit. Il appelle tout le monde en pleurant. Il dit qu'il a commis la plus grande erreur de sa vie, qu'il n'aurait jamais dû te quitter, qu'il veut te parler. Mon cœur n'a pas bondi. Je n'ai ressenti ni espoir ni douleur. Je n'ai rien ressenti du tout. Et tu m'appelles pour me dire de retourner avec lui, ai-je demandé directement. Non, a rapidement répondu Suzanne. J'appelle pour te dire de ne pas le faire. Pour te dire que tu as raison de passer à autre chose. Richard a toujours été égoïste. Il a toujours fait passer ses besoins en premier, et j'ai été lâche de ne pas te le dire plus tôt, de ne pas te soutenir quand il t'a quitté. Les mots de Suzanne m'ont touché. Durant toutes ces années, la famille de Richard avait gardé le silence sur ses défauts. Il m'avait laissé porter toute la culpabilité, avec toute la responsabilité de faire fonctionner le mariage. Merci de me le dire, ai-je répondu d'une voix calme. Mais ne t'inquiète pas, je n'ai aucune intention de retourner avec lui. Cette partie de ma vie est terminée, et je suis en paix avec cela. Je suis heureuse de t'entendre si forte, a d'un ton d'admiration Suzanne. Tu as toujours été trop bien pour lui. C'est juste que personne n'avait le courage de te le dire. Nous avons raccroché et je suis restée assise dans mon nouveau bureau, regardant par la fenêtre les jardins du centre qui fleurissaient magnifiquement. Richard était détruit. Richard regrettait. Richard me voulait à nouveau, et je m'en fichais. Je ne ressentais aucune satisfaction dans sa souffrance. Je ne ressentais aucun désir de vengeance. Je ne ressentais tout simplement rien. Il ne faisait plus partie de ma vie émotionnelle. Il était un chapitre clos, un livre que j'avais fini de lire et rangé sur une étagère lointaine. Le jour de l'inauguration est arrivé. Le centre d'espoir Margaret Sterling ouvrait officiellement ses portes. Nous avions invité des responsables locaux, des médias et, surtout, les 15 premières personnes qui allaient résider au centre. Je m'étais vêtu d'un élégant costume beige que j'avais acheté spécialement pour l'occasion, et sur mon cœur, j'avais épinglé la broche en argent de la mère d'Arthur. Elle brillait magnifiquement sous la lumière du soleil. Quand je suis arrivé au centre, il y avait des caméras, des journalistes, des voitures garées partout. Arthur m'attendait à l'entrée avec un immense sourire. Le jour est arrivé, a-t-il dit en prenant mes mains. Vous êtes prête. Plus que prête. Je suis impatiente. La cérémonie a commencé. Arthur a prononcé un discours émouvant sur Margaret, sur son rêve d'aider les personnes oubliées, sur la façon dont ce centre était son héritage. Puis il m'a demandé de monter à la tribune. Mon cœur battait la chamade alors que je me tenais devant tous ces gens, devant les caméras, devant les micros. Il y a 4 mois, ai-je commencé d'une voix claire, j'étais une femme qui se sentait invisible, qui avait été jetée, qui croyait qu'elle n'avait plus de valeur. J'étais assise sur une place, grelottant, détruite à l'intérieur, et puis j'ai vu un homme souffrir plus que moi, et j'ai décidé de l'aider. J'ai regardé Arthur, qui m'observait avec fierté. Ce simple geste de donner mon manteau à un inconnu a complètement changé ma vie. Parce que cet homme m'a appris quelque chose que j'avais oublié, que ma valeur ne dépendait pas de ce que les autres pensaient de moi, que ma gentillesse avait du pouvoir. Que j'avais encore beaucoup à donner au monde. J'ai vu quelques personnes dans le public essuyer des larmes. Ce centre existe pour rappeler à chaque personne qui franchit ses portes qu'elle compte, que sa vie a de la valeur, qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Parce que si j'ai pu le faire à 69 ans, tout le monde le peut. Les applaudissements ont envahi l'air. Arthur a coupé le ruban inaugural et les portes se sont officiellement ouvertes. Les 15 premières personnes qui allaient résider sont entrées, le visage plein d'émotion. Certains pleuraient, d'autres souriaient. Tous regardaient autour d'eux comme s'ils ne pouvaient croire que cet endroit était réel. Une dame âgée s'est approchée de moi, tremblante. « Est-ce vrai que je peux rester ici ?» a-t-elle demandé d'une voix brisée. « Est-ce vrai que vous n'allez pas me jeter dehors ?» J'ai pris ses mains dans les miennes. « C'est vrai. C'est votre foyer maintenant, et ici vous serez traité avec dignité et respect chaque jour. » Elle m'a serré dans ses bras et a pleuré sur mon épaule, et je l'ai tenue, sentant que toute la douleur que j'avais vécue ces derniers mois avait enfin un sens. Tout cela avait été pour atteindre ce moment, pour pouvoir donner à cette femme et à bien d'autres l'espoir que j'avais moi-même retrouvé. Les semaines suivantes ont été intenses. Le centre s'est rempli rapidement.
Nous avions une liste d'attente. Les médias ont publié des reportages sur le projet. Des gens de toute la ville appelaient pour demander comment ils pouvaient aider, faire des dons, devenir bénévoles. Et j'étais là tous les jours, du matin au soir, rencontrant chaque résident, écoutant leurs histoires, pleurant avec eux, riant avec eux, leur montrant que quelqu'un se souciait d'eux. Patricia est devenue mon bras droit. Ensemble, nous organisions des activités, vérifions le bien-être de chaque personne, veillons à ce que personne ne se sente seul ou abandonné. C'est ce que la vie devrait être, m'a dit Patricia un après-midi alors que nous regardions les résidents jouer aux cartes dans la salle commune, prendre soin les uns des autres, se rappeler que nous avons tous de la valeur quel que soit notre âge. Elle avait raison. Ce centre n'était pas seulement un lieu physique. C'était une philosophie, un mode de vie, une déclaration affirmant que les personnes âgées n'étaient pas jetables, qu'elles méritaient amour, respect et dignité jusqu'à leur dernier souffle. Un jour, 2 mois après l'inauguration, j'étais dans mon bureau quand la réceptionniste m'a appelé. Madame Davis, il y a un homme ici qui insiste pour vous voir. Il dit que c'est urgent. Qui est-ce? Il dit qu'il s'appelle Richard. Mon cœur s'est arrêté pendant une seconde. Puis j'ai pris une profonde impression. Dites-lui de descendre dans 5 minutes. Je me suis levé, j'ai arrangé mes cheveux, je me suis assuré que la broche était bien placée sur ma blouse, et j'ai attendu. Richard est entré dans mon bureau, très différent de l'homme qui m'avait abandonné quelques mois plus tôt. Il avait de profondes cernes sous les yeux. Il avait perdu du poids. Ses vêtements, bien que propres, semblaient froissés. Il avait l'air vieux, fatigué, vaincu. « Éléanore » a-t-il dit d'une voix brisée. « Merci de me recevoir. »« Vous avez 5 minutes » ai-je répondu sans l'inviter à s'asseoir. Il a regardé autour du bureau. Il a vu les photos sur les murs, les images de l'inauguration, les plans d'agrandissement du centre sur mon bureau. « Cet endroit est incroyable » a-t-il dit. « J'ai lu des articles sur toi dans le journal, sur ce que tu fais ici. Je suis impressionné. Êtes-vous venu pour me féliciter, ai-je demandé froidement. Parce que si c'est le cas, vous pouvez partir maintenant. J'ai beaucoup de travail. Non, je suis venu m'excuser. J'ai croisé les bras et j'ai attendu. J'ai commis la plus grande erreur de ma vie en te quittant, a-t-il poursuivi, les larmes aux yeux. J'ai été un imbécile égoïste. Je n'ai pas apprécié tout ce que tu as fait pour moi pendant 42 ans. Et maintenant que j'ai tout perdu, j'ai réalisé que tu étais la seule chose réelle que j'avais. Vous avez tout perdu, ai-je répété. Jessica vous a quitté et maintenant vous revenez en rampant. Ce n'est pas seulement cela. C'est que je pensais que je serais plus heureux, que je me sentirais à nouveau jeune. Mais je me suis senti vide, perdu. Et maintenant que je suis seul, j'ai réalisé que le problème n'a jamais été toi. Le problème a toujours été moi. Pour la première fois de toutes nos années de vie commune, Richard admettait sa responsabilité. Il reconnaissait ses erreurs, et cela ne me procurait aucune satisfaction de l'entendre. « Qu'est-ce que vous voulez, Richard » ai-je demandé, fatigué. « Je veux une autre chance. Je veux essayer à nouveau. Je veux te prouver que je peux changer. » Je suis resté à le regarder en silence pendant un long moment. J'ai vu l'homme que j'avais épousé il y a des décennies, l'homme que j'avais autrefois aimé de tout mon cœur, et je ne ressentais rien d'autre que de l'indifférence. « Non » ai-je finalement dit. « Éléanore, s'il te plaît. Je ne peux pas vivre sans toi. Bien sûr que vous le pouvez. Et vous le ferez. Vous apprendrez à être seul. Vous apprendrez à vivre avec les conséquences de vos décisions. Et peut-être qu'un jour vous deviendrez une meilleure personne. Mais ce n'est plus ma responsabilité. C'est donc définitif ? Il n'y a aucun moyen que nous nous remettions ensemble ? Aucun. Il a baissé la tête, vaincu. Il s'est dirigé vers la porte, mais avant de sortir, il s'est retourné une dernière fois. « Tu as toujours été trop bien pour moi » a-t-il dit doucement. Je le savais depuis le début. Et j'ai gâché cette gentillesse. J'ai gâché la meilleure personne que j'ai jamais rencontrée dans ma vie. Et il est parti. Je m'ai assise sur ma chaise en respirant profondément. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ressenti de douleur. J'ai simplement ressenti de la paix. La paix de savoir que j'avais fermé cette porte définitivement. Que j'avais choisi ma dignité plutôt que la nostalgie.
Que j'avais choisi mon avenir plutôt que mon passé. Cet après-midi-là, Arthur est venu me rendre visite. J'ai entendu dire que votre ex-mari était venu, a-t-il dit en s'asseyant en face de mon bureau. Comment l'avez-vous appris? Le personnel parle et j'écoute. J'ai souri. Il est venu me demander une autre chance. Je lui ai dit non. Arthur a hoché la tête en signe d'approbation. Bien joué. Cet homme ne mérite pas une seconde de plus de votre temps. Savez-vous ce qui est étrange, ai-je dit, jouant avec la broche sur ma blouse. Je n'ai rien ressenti quand je l'ai rejeté. Aucune satisfaction, aucune douleur, juste de l'indifférence. Et je pense que c'est cela, la vraie liberté. Ça l'est, a confirmé Arthur. La liberté, ce n'est pas de détester la personne qui vous a fait du mal. C'est de cesser de ressentir quoi que ce soit pour elle. C'est récupérer l'énergie que vous avez investie en elle et l'utiliser pour votre propre vie. Il avait raison. J'avais récupéré mon énergie, mon temps, mon cœur, et maintenant tout cela était investi dans ce centre, dans ces personnes, dans ce but qui m'épanouissait plus que n'importe quelle relation ne l'avait jamais fait. 6 mois après l'inauguration, le centre a fêté son premier anniversaire. Nous avions aidé plus de 80 personnes pendant cette période. Certains sont restés de manière permanente. D'autres ont utilisé le centre comme point de départ pour reconstruire leur vie, puis ont emménagé dans leurs propres appartements avec notre soutien. Pendant la célébration, l'un de nos premiers résidents, un homme de 74 ans nommé Théodore, a demandé à prononcer un discours. Quand je suis arrivé ici il y a 6 mois, a-t-il dit d'une voix émue, j'avais perdu tout espoir. Ma famille m'avait abandonné. Je vivais dans la rue. Je croyais que ma vie était finie. Mais Madame Davis m'a accueilli avec un sourire. Elle m'a traité comme si je comptais. Et elle m'a montré que j'avais encore de la valeur. Aujourd'hui, j'ai un travail à temps partiel dans une librairie. J'ai des amis. J'ai un but. Et tout cela grâce à elle. Grâce à sa gentillesse, grâce à son cœur immense. Les applaudissements ont rempli la salle. J'étais debout à côté d'Arthur, les larmes coulant sur mes joues. Vous l'avez fait, a-t-il chuchoté. Vous avez changé des vies, y compris la vôtre. Cette nuit-là, de retour chez moi, je me suis tenu devant le miroir. La femme qui me regardait était différente de celle que j'avais vue un an plus tôt. Elle avait les mêmes rides, les mêmes cheveux gris, mais ses yeux brillaient de vie, de but, de dignité. J'ai touché la broche en argent que je portais désormais chaque jour. La vraie richesse n'est pas dans ce que l'on a, mais dans ce que l'on donne. Arthur avait raison cette nuit-là sur la place. Ma gentillesse était revenue multipliée. J'avais donné un manteau et j'avais reçu une nouvelle vie, un but, une famille de personnes qui m'appréciaient pour ce que j'étais, et non pour ce que je pouvais faire pour elles. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message à Arthur. Merci de m'avoir redonné foi en moi-même. Sa réponse est arrivée immédiatement. Vous avez toujours eu cette foi. J'ai simplement tenu le miroir pour que vous puissiez la voir. J'ai souri. Il avait raison. La force avait toujours été en moi. J'avais juste besoin d'une raison de l'utiliser. Et je l'avais trouvée dans l'endroit le plus inattendu, sur une place froide, lors de la nuit la plus sombre de ma vie. Quand j'ai décidé de donner le peu que j'avais à quelqu'un qui avait encore moins, cette décision a tout changé. Elle m'a changé. Et ce faisant, elle a également changé le monde pour de nombreuses autres personnes. J'ai regardé par la fenêtre vers la rue calme. Je ne me sentais plus invisible. Je ne me sentais plus rejetée. Je me sentais vivante, précieuse, complète, et pour la première fois depuis des décennies, je me sentais heureuse d'être exactement qui j'étais. Eleanor Davis, 69 ans, directrice du centre d'espoir Margaret Sterling, une femme qui avait transformé sa douleur en but, son abandon en liberté, et sa gentillesse en un héritage qui durerait bien plus longtemps que n'importe quel mariage.